Un grand angle consacré à la 4e édition des Voix d'Orléans, rencontre de la francophonie. Avec nous pour en parler, Ayman Mhana, bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes le directeur exécutif de la fondation Samir Kassir, Centre Skies, les yeux de Samir Kassir, journaliste assassiné en 2005 au Liban, principale organisation de défense de la liberté d'expression au Proche-Orient. Vous êtes basé à Beyrouth. Vous faites partie donc des invités de cet événement, les Voix d'Orléans. On précise que TV5 Monde est partenaire. Ça a commencé aujourd'hui et c'est jusqu'à après-demain, samedi. Commençons par l'actualité et la mobilisation des journalistes et des médias en Algérie, notamment de l'audiovisuel public. Ils réclament le droit de couvrir librement, sans pression, les événements historiques qui sont en cours dans ce pays du Maghreb, pays francophone. Quel regard portez-vous sur ce qui se passe en Algérie et sur la mobilisation des journalistes? Dans tous les pays fermés où la démocratie n'était pas vraiment le régime en vigueur, les journalistes ne peuvent pas être objectifs dans le sens de la neutralité. Face à l'oppression, face au musellement de la voix du peuple en général, les journalistes ont ce devoir d'engagement. Voir les journalistes en Algérie prendre part au mouvement qui appelle à la démocratie, à une transition démocratique réelle, est quelque chose de salutaire et quelque chose d'important, surtout que l'Algérie est l'un des pays où le journalisme n'existe ou n'a existé pendant de nombreuses années qu'au sein des institutions publiques. Il y a très peu d'institutions journalistiques privées, surtout dans l'audiovisuel en Algérie. Donc c'est peut-être, avec le changement de régime qui peut-être s'annonce en Algérie, un début pour le journalisme en général, pour cette concurrence qui doit exister dans le journalisme, entre un journalisme lié au débat d'idées, qui n'existe pas jusqu'à présent et qui peut-être commence. Les journalistes en Algérie ont payé un lourd tribut pendant la décennie noire dans les années 1990. Une trentaine d'entre eux et d'entre elles ont été assassinés. Samir Kassir a été assassiné, lui, le 2 juin 2005 au Liban, à Beyrouth. Est-ce que vous pouvez nous rappeler pourquoi ce grand journaliste a été tué? Oui, donc la liste des journalistes assassinés dans les pays arabes de la Ligue arabe est interminable. L'Algérie, plus d'une trentaine. Au Liban, 24 depuis l'indépendance du Liban, dont 12 après la fin de la guerre civile en 1990. C'est symptomatique du prix que les journalistes doivent payer quand ils font face à l'oppression, quand ils font face à des régimes qui ne respectent rien. Et on voit comment les régimes dans de nombreux pays arabes ont utilisé la violence dans toute son horreur contre leur propre peuple. Donc une voix qui les dérange, comme celle de Samir en 2005, qui appelait à la souveraineté du Liban, qui appelait à la démocratie au Liban, mais surtout une démocratie où toutes les composantes de la société libanaise sont réconciliées, et également que le Liban ne peut vraiment être démocratique et indépendant que si son entourage, en particulier la Syrie, est également une démocratie. Donc il a beaucoup dérangé. Alors au-delà, dernière question avant d'aborder la thématique de cette 4e édition des Voix d'Orléans, une autre question sur, on a parlé de l'Algérie, du Liban, sur le reste du monde. Qu'est-ce qui vous a frappé ces derniers mois? Il y a eu notamment l'assassinat qui a eu un retentissement mondial du journaliste saoudien au consulat d'Istanbul, consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul en Turquie. C'est Khashoggi. Qu'est-ce qui vous a frappé sinon? Il ne fait pas très bon être journaliste ces jours-ci. Les risques liés à la vie des journalistes ne sont plus uniquement confinés aux pays en développement et dans les dictatures. Malheureusement, au sein même de l'Union européenne, ces 18 derniers mois, 3 journalistes ont été assassinés en Slovaquie, à Malte, en Bulgarie. Il y a eu également, bien sûr, les attaques contre Charlie Hebdo en France, mais également Annapolis Gazette aux États-Unis. Donc cette agression et cette agressivité à l'égard des journalistes, est lié à un mouvement global de refus des élites. Comme quoi, toutes les élites, on doit les mettre dans un même panier, que les élites sont en train d'être contre le peuple. Il y a même le président des États-Unis qui considère les médias comme ennemis du peuple. Dans un monde où où l'impunité continue à être la règle et qu'il n'y a pas de vraie pression pour traduire en justice les assassins des journalistes qui ont été assassinés et que nous avons nommés, ça ouvre la voie à d'autres actions dans ce sens. Et on a vu notamment les visages de Jan Kuciak, le journaliste slovaque, et de Daphne Caruana Galizia à Malte que vous avez évoqué. Alors, informer aujourd'hui, c'est donc le thème de cette 4e édition. Informer aujourd'hui, est-ce éclairer les esprits ou est-ce les orienter? C'est toute la question aujourd'hui, au moment où on parle de plus en plus des fake news, des fausses informations. Cette question, les deux éventualités que vous avez présentées ont toujours été présentes. C'est le vecteur à travers lequel nous nous informons aujourd'hui qui a créé un nouveau défi, celui des réseaux sociaux. Étant donné que, d'une part, les réseaux sociaux ont naturellement ouvert la voie à une pléthore d'informations. Il y a infobésité, un terme qui a été utilisé dans le programme des Voix d'Orléans. Mais en même temps, étant donné le fonctionnement des algorithmes, le fait que Facebook, étant une compagnie privée,
veut que je passe le plus de temps possible sur ces pages. Ouais. Donc, Facebook va me montrer des informations que je suis plus susceptible d'aimer, donc de passer plus de temps sur le réseau afin de maximiser le revenu publicitaire. C'est très normal, c'est une compagnie privée. Ouais. Mais c'est quoi l'infobésité? L'infobésité, c'est le surplus d'informations et le flux en continu. Mais à cause des algorithmes, on entre également dans nos bulles. Des personnes qui sont partisanes du PSG ont beaucoup plus la possibilité de voir des infos concernant le PSG en continu que des infos concernant d'autres clubs de foot. Ouais. Et quand c'est dans le sport, c'est moins grave que quand il s'agit exactement de la guerre en Syrie, du conflit israélo-palestinien, de la situation en Algérie ou la situation aux États-Unis ou encore ce qui se passe aujourd'hui en Angleterre. Ce qui fait que, d'une part, nous avons accès à plus de sources, mais le filtrage qui se fait à travers les algorithmes est dangereux parce qu'il peut être manipulé par des personnes ou des institutions ou des pays mal intentionnés. D'ailleurs, sur l'assassinat de Samir Kassir, vous dites que très tôt, il y avait eu une fake news qui a circulé, une fausse information. Quelle était-elle? La fake news est sortie quelques secondes après son assassinat sur des réseaux de discussion. À l'époque, il n'y avait pas encore Facebook, c'était des réseaux, des forums de discussion politique sur Internet. MSN notamment. MSN, mais même les forums. Les geeks avaient leur forum sur Star Wars, etc. Mais il y avait également des forums de discussion politique de partis politiques qui n'étaient pas nécessairement opposés à la ligne que défendait Samir, mais pas non plus de grands partisans, qui finalement disaient que c'était peut-être une affaire liée à des relations personnelles qu'il avait avec la femme d'un député libanais. Ça a été directement prouvé comme fake news, comme info. Mais en même temps, c'est très important d'essayer de savoir qui avait l'intérêt de diffuser des informations pour ternir sa réputation quelques minutes après l'assassinat. Alors justement, aujourd'hui, que préconisez-vous, vous qui êtes défenseur de la liberté de la presse au Liban, contre ce qu'on appelle les fausses informations, les fake news? Parce qu'il y a aussi une tentation de la part de certains pouvoirs de brandir à chaque fois ce terme-là pour discréditer toute information alternative. C'est un vrai dilemme. La loi n'est peut-être pas le meilleur chemin, comme par exemple ce qui s'est passé en France avec toutes les intentions louables de la loi française, parce que ça donne la possibilité au président turc, au président égyptien, au roi ou prince héritier saoudien ou au président iranien de dire également « nous sommes un pays souverain et on va légiférer ». Légiférer est une arme à double tranchant. Aujourd'hui, la question des fake news, c'est une question de diffusion et de vecteur. Il faut tout d'abord s'armer du langage nécessaire pour pouvoir discuter, négocier avec Facebook, avec les grands géants du net, pour leur expliquer l'enjeu politique majeur de la question des fake news. Et il y a des progrès en ce sens. Après l'attentat de Christchurch en Nouvelle-Zélande, il y a eu un vrai mouvement de take-down, donc enlever certains propos, certaines vidéos qui pouvaient se diffuser de manière très rapide, qui appelaient à la haine. En Irlande, avant le référendum sur l'avortement, il y a eu également une intervention dans les algorithmes, donc ça peut avoir lieu. Mais ce qui est également important, c'est une initiative que Reporters sans frontières, le Ethical Journalism Trust et plein d'autres organisations lancent, qui s'appelle le Journalism Trust Initiative, l'initiative de confiance en le journalisme. L'idée est simple. Il n'y a pas aujourd'hui de système de certification de qualité du journalisme similaire à ISO, par exemple, en industrie ou au management. C'est peut-être en développant une très grande palette, très large, d'outils qui certifient la qualité du journalisme, la qualité du management d'un organe de presse, qui peuvent être intégrés à travers la négociation dans les algorithmes des grands réseaux sociaux, que ça va permettre de promouvoir et de favoriser les informations provenant de sources crédibles plutôt que des informations qui sont relayées par des robots. De permettre aux citoyennes et aux citoyens de se faire un avis. Merci beaucoup Ayman Mhana. C'est donc le message que vous allez porter jusqu'à samedi après-demain à ces rencontres de la francophonie, les Voix d'Orléans 4e édition. Merci beaucoup pour votre présence.